Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Hans-Gert, Mesdames et Messieurs. Je voudrais commencer par remercier le Président Pöttering de m'avoir invité à cette réunion de l'Association des anciens députés au Parlement européen. Je crois que c'est vraiment remarquable le fait que vous soyez toujours actifs. Vous avez en effet beaucoup d'expérience et donc à la veille des élections européennes de 2019, il serait vraiment particulièrement souhaitable d'œuvrer en faveur d'une plus grande participation à ces élections. Et c'est quelque chose à quoi tout un chacun peut contribuer. Alors, on m'a demandé de vous proposer peut-être quelques idées pour répondre à la question de savoir comment il serait possible de réinventer notre projet européen. Et lorsque j'ai réfléchi au sujet qui nous rassemble dans le débat d'aujourd'hui, eh bien, j'ai cru pouvoir distinguer 4 points qui me semblent davantage pertinents que les autres. Premièrement, il nous faut communiquer davantage au sujet de tout ce que nous avons déjà accompli parce que parfois nous tenons pour acquis le fait que nous vivions dans un monde particulièrement sûr et prospère. Et pourtant, je crois qu'il est indispensable de rappeler, notamment aux jeunes générations, que seulement 75 années se sont écoulées depuis que les pères fondateurs ont tourné la page de la guerre que leur pays s'était livré. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et souligner que, effectivement, nous vivons dans un monde pacifique et prospère. Et on voit que dans certains États membres, en France ou ailleurs, eh bien, il y a un certain nombre de mesures de définition du PIB qui placent certains de nos États membres devant les États-Unis. Et cela, personne ne le sait. Et où a-t-on ailleurs cette configuration dans laquelle n'importe quel citoyen de l'un des 28 États membres peut aller s'installer, vivre, étudier, travailler où il le souhaite? Les dernières statistiques montrent que près de 9 millions de jeunes ont participé à un programme d'échange Erasmus. 9 millions tout de même. En définitive, on constate que tout cela nous a permis de faire de l'Union européenne également l'un des plus grands marchés au monde. Donc je crois que même si nous sommes parfois très très occupés et très très focalisés sur les défis du moment, il ne faut pas oublier ces aspects. En ce qui concerne l'avenir à présent, parce que monsieur, il y a quelques instants, a dit qu'il était surtout préoccupé de la fragmentation qu'il constatait, de la division entre les Européens. Alors comment surmonter ces difficultés? Comment répondre à ces nouveaux défis? Notamment depuis la crise financière et économique mondiale de 2008, depuis la crise migratoire également, comment y répondre? Pour ma part, je me suis rendu compte qu'il était peut-être temps de mettre au point une nouvelle vision. Alors moi, quand j'étais un débutant en politique dans les années 90, je me rappelle très bien ce que c'était d'écouter les discours du président Bush qui était venu voir Helmut Kohl, et l'un et l'autre décrivaient une grande vision qui se proposait de faire de l'Europe un continent entièrement libre, en pensant évidemment à l'autre côté de ce qu'avait été le rideau de fer. Et je pense que peut-être ce genre de vision, enfin ce type de vision, est de nouveau nécessaire pour les 2 ou 3 décennies à venir. Et peut-être cela est-il même possible? Un titre possible que j'envisage parmi d'autres, ce serait celui d'un triangle ou d'un tripode géopolitique
qui est en fait très facile à comprendre. Parce que qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, la stabilité n'est atteinte qu'à partir du moment où on a 3 points d'appui. Notamment, si vous faites de l'escalade, vous savez pertinemment que vous avez toujours besoin d'avoir 3 prises. Donc les 2 pieds et une main, ou alors 2 mains et un pied. 3 points fixes, 3 points d'appui en tout cas. Alors, les États-Unis sont encore indubitablement la première puissance mondiale au plan économique, au plan militaire. Il apparaît aussi très clairement que l'on ne peut plus contourner la Chine au-delà de sa place de second dans le classement mondial. Déjà, la Chine est en train de remettre en cause la première place des États-Unis. Alors, est-ce que les États-Unis et la Chine, c'est suffisant? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un espace, une marge considérable pour notre continent, pour notre Union européenne, une possibilité de façonner le futur en devenant un membre sur un pied d'égalité de ce qui serait un triangle, un tripode géopolitique, si vous voulez. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment passionnant et à quoi on pourrait donner suite, en fait. On pourrait y réfléchir et essayer de mettre au point une nouvelle vision en ce sens, notamment en cette période de révolution technologique majeure. Et si une telle vision était appelée à se concrétiser, eh bien, il est évident que nous aurions besoin d'un projet global. À quoi devrait ressembler un tel projet? Et encore une fois, en essayant d'être aussi concis et concret que possible, je dirais que l'intitulé d'un tel projet pourrait être quelque chose comme la Fédération européenne authentique. Au Centre d'études européennes Wilfried Martens, nous développons un projet en faveur de ce qui serait un nouvel européanisme. Alors Hans-Gert l'a rappelé au début, ce projet, cette idée d'un nouvel européanisme a été accueillie avec un peu de réserve, mais cela fait maintenant presque 2 ans que nous y travaillons et nous avons défini 4 domaines dans lesquels il nous semble qu'une coopération plus étroite, voire une centralisation plus importante serait de mise. La défense, la politique étrangère, le marché unique et la monnaie unique. Les autres domaines d'action devraient, quant à eux, être laissés aux compétences nationales. L'instrument clé de délimitation de ces compétences devrait être le principe de subsidiarité qui est consacré par le traité de Lisbonne dans son préambule même, lorsqu'il y est affirmé que l'Europe devrait se construire sur la base du principe de subsidiarité. Alors, la question qui se pose évidemment est celle de savoir jusqu'à quel point nous nous tenons à ce principe de subsidiarité. Alors certains disent que cela veut dire, eh bien, essayons de voir grand pour les grands enjeux et d'en faire moins pour les enjeux vraiment mineurs ou microscopiques. Bon, la vraie subsidiarité, à mon sens, cela permettrait de garantir une prise de décision efficace, la possibilité également de réagir à temps, voire d'exercer un effet dissuasif aussi à temps. Voyons ce qui se passe en Ukraine et dans la mer d'Azov ces jours-ci. Et une telle fédération permettrait aussi de garantir une coopération fluide à l'échelon européen, tout en permettant la compétition interne et la convergence à l'intérieur de l'Union. Parce qu'on a besoin des deux. On a besoin et de la concurrence, de la compétition, et de la convergence. Lorsque les États moins développés, notamment, deviennent capables de rattraper les États qui sont dans une meilleure situation économique et qui sont dotés des instruments à cette fin. Donc, nous avons cette idée d'un projet global, mais il nous faut également, dans l'immédiat,
un ensemble de réformes concrètes. Et je commencerai par l'immigration et l'asile. Alors nous savons tous que c'est un défi considérable ces temps-ci dans tous nos États membres. Et il est nécessaire en la matière que l'échange entre nos services de renseignement soit non seulement possible, mais qu'il devienne obligatoire. Il faut renforcer Europol en termes d'effectifs, mais aussi en lui donnant la possibilité d'agir dans un domaine plus vaste, en étendant ses compétences. Le deuxième domaine dans lequel il faut agir immédiatement, c'est celui de la défense. Vous vous souviendrez peut-être du mois de juin 2016, lorsque le Conseil européen a adopté la stratégie mondiale pour la politique de sécurité et la politique étrangère de l'Union européenne. Et alors, on a décidé de lancer les coopérations permanentes structurées, la PESCO. Nous avons adopté la décision également de créer le Fonds européen de la défense. Et ces jours-ci, nous avons vu le président Macron, mais également la chancelière Merkel parler de la nécessité de constituer une armée européenne. Moi, je suis pour un tel projet. Alors ce ne sera peut-être pas demain, ni après-demain, mais si nous voulons réaliser, concrétiser cette idée de devenir un acteur véritablement mondial, eh bien, il est indispensable de maintenir cette facette également de notre pouvoir qui est traditionnel. Et il faut maintenir une armée, non pas dans le but de faire la guerre, mais avant tout afin de préserver notre autorité et à des fins préventives et dissuasives. Le troisième élément qui mérite notre attention ces jours-ci, je crois, est la nécessité de parachever notre marché unique. Parce que le travail n'est pas encore terminé dans ce domaine. J'ai notamment à l'esprit l'enjeu de l'union de l'énergie, de l'union bancaire, de la garantie européenne des dépôts, et puis, mais non des moindres, la mise au point d'un fonds monétaire européen. L'Union européenne devrait agir rapidement pour renforcer notre conformité aux règles applicables. Dans certains domaines, nous avons de bonnes règles, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas assez forts ou nous n'avons pas une volonté assez forte pour nous mettre en conformité avec ces règles. Et une bonne illustration de ce cas de figure nous vient ces jours-ci de l'Italie en matière économique, mais aussi de Pologne ou de Hongrie en ce qui concerne les critères politiques de Copenhague. Et enfin, mais c'est tout aussi important, il nous faut également des réformes nationales. C'est évidemment quelque chose qui incombe aux États membres, mais j'ai le sentiment qu'il y a urgence, notamment au vu de l'accélération du développement des technologies. Je crois qu'il nous faut beaucoup de réformes structurelles dans tous nos États membres si nous voulons pouvoir faire jeu égal avec les États-Unis, la Chine et les autres acteurs sur la scène mondiale. Et je crois qu'une vision comme celle-ci, un projet global comme celui-ci, s'il intervient en parallèle de véritables réformes, nous permettrait d'être plus unis et plus concurrentiels, plus compétitifs en même temps. Je voudrais également évoquer trois éléments qui font rarement l'objet de débats, mais auxquels j'accorde une assez grande importance. Il nous faut davantage de solidarité, mais aussi moins d'égoïsme national. Et j'aimerais qu'on puisse
en débattre aussi, parce que lorsque la solidarité fait défaut, eh bien, on constate que c'est plutôt du fait de régions comme celle d'où je viens, la Slovaquie, et c'est vraiment une très triste situation que de voir des États comme la Slovaquie dire tout simplement non, qu'ils ne veulent pas participer. Au lieu de cela, il faudrait pouvoir s'assurer que le niveau de solidarité parmi nos États membres est suffisant et de la part de tous, hein, et d'ailleurs pas seulement des nouveaux États membres. Il nous faut ensuite renforcer notre identité européenne. Alors nous aimons, en tout cas à Bratislava, à Londres, à Paris ou à Berlin, nous aimons mettre en avant nos identités nationales. Mais plus j'avance en âge, plus je me sens européen. Alors il y a quelques minutes, quelqu'un disait, c'était Jean-Pierre je crois, que nous avons une double citoyenneté. Mais les gens ne s'en rendent pas tout à fait compte. Et là, il y a bien plus à faire pour mettre cela en avant, pour promouvoir l'idée que nous ne sommes pas simplement français ou slovaques, mais que nous sommes des Européens. Cela implique qu'il nous faut promouvoir non seulement une forme de patriotisme national, mais aussi un patriotisme européen. Et c'était essentiel d'ajouter aux arguments rationnels la force d'émotions positives. C'est extrêmement nécessaire. Et enfin, pour conclure ces remarques introductives, je voudrais jeter un regard sur les politiques menées dans le passé. En ce qui concerne les populistes notamment, nous avons eu tendance pendant trop longtemps à faire beaucoup de promesses et à produire trop peu de résultats. Nous avons encouragé des attentes très importantes, mais ensuite, dans la réalité, ces attentes ont été déçues. Vous vous rappelez l'agenda 2020 ou ne serait-ce que l'agenda de Lisbonne en tant qu'illustration? Et je crois qu'il faut renverser cela. Il faut produire davantage que ce que l'on a promis. Et si l'on s'en tient à ce principe, garantir que l'on soit capable de produire des résultats au-delà de ce qu'on a promis, je crois que ce n'est comme que c'est la seule façon en fait de battre le populisme qui est vraiment en train de se développer de façon incontrôlée. Merci Hans-Gert.